Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach thérapeute, j'accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Et dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour de ces sujets tabous, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Dans l'épisode du jour, une fois n'est pas coutume, c'est une non-retraitée. La réalité est que j'ai de plus en plus de personnes, de sportifs qui me contactent afin que je les accompagne non seulement dans leur carrière et même à leur plus haut niveau. Alors, pour tous ceux qui n'osent pas me poser des questions directement, des questions seront posées aujourd'hui et certainement tu y trouveras tes réponses. J'ai décidé d'inviter une fois de plus une invitée de marque qui vit ses derniers mois en carrière car elle a décidé avec un palmarès très fourni de bientôt tirer sa révérence. Bonjour Hélène Siak. Salut Vanessa. Bon allez, pour tous ceux qui te connaissent pas, c'est multiple championne de France, médaillée européenne, médaillée mondiale, médaillée olympique en basket. Mais au-delà de ça, comment toi tu te présenterais? Parce que on aime nommer le palmarès, tu le sais, tu écoutes régulièrement le podcast. Mais moi, j'aurais préféré que tu me donnes une version bien plus humaine de toi. Pas de souci, c'est vrai que oui, ça change des questions qu'on peut me poser. Donc qu'on me demande mon palmarès. Donc si je devais me présenter, alors oui, comme tu dis, c'est vrai que j'arrive à la fin de ma carrière. Moi, j'ai 34 ans. J'ai commencé le basket très tôt. Oui et non, parce que j'ai commencé vers l'âge de 12 ans. C'est vrai qu'il y en a qui commencent encore bien plus tôt que ça. Et moi, c'est un sport de famille. C'est mon papa, qui est un ancien basketteur polonais. Piotr Siak. Piotr. Ancien international polonais. Exactement, t'as bien révisé. Ah, t'as vu? Elle est prête. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, mon papa, ancien basketteur, qui m'a tout de suite mis dans une salle de basket. Ça a été mon premier entraîneur. Et donc voilà, après, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai suivi un peu ses traces. Et puis voilà, si je devais me décrire peut-être humainement, moi je suis quelqu'un d'hyper dynamique. Je vais pas dire hyper active, mais presque. C'est vrai que Quand ça bouge. Ouais, j'aime quand ça bouge. J'aime être active. Après, j'aime beaucoup être au contact des gens. C'est vrai que grâce au basket, le fait d'être entouré, d'être en équipe, moi, c'est quelque chose qui me colle, quoi. J'adore ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Comment tu as vécu ta carrière, puisque tu envisages aujourd'hui d'y mettre un terme à la fin de cette saison, d'ailleurs? C'est imminent? Non, peut-être pas. Non, parce qu'en fait, j'ai encore un an de contrat normalement, et c'est vrai que là tu joues au club de Lyon, on est d'accord. Je joue à l'Asvel, et puis c'est surtout que bon, je me sens bien physiquement. Et ouais, 34 ans, j'en ai encore. Enfin voilà, je fais en sorte d'aller bien physiquement. Je prends énormément soin de moi, et c'est pour ça que voilà, j'aime le basket. C'est une passion, et je me vois pas arrêter à la fin de cette saison, du moins. Après. Voilà, et je pense faire quand même encore un an. Et après celle-ci, je verrai. J'ai pas encore de décision, vraiment ferme et définitive. Je me donne quand même le droit de voir après la saison prochaine. Mais voilà, si je devais décrire ma carrière, ça a été une carrière qui a été très riche. J'ai énormément appris. Et mentalement, ça m'a. J'ai eu des hauts et des bas. Clairement, j'ai eu des hauts et des bas. Mais si vraiment je devais la définir, c'est que ça a été difficile mentalement. Ouais. Ça a été difficile mentalement parce que en fait, j'ai un chemin qui est assez atypique. C'est-à-dire que je sors pas de l'INSEP, j'ai pas fait les centres de formation, les pôles espoirs, j'ai pas fait tout ça. Et parce qu'en fait, c'est pas être pro, c'est pas quelque chose qui m'a attiré dès le début. Moi,
basket. Donc voilà, comme je disais, c'est mon papa. Ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin, voilà, avec mes copines dans les plus jeunes catégories. En fait, je voulais être avec mes copines. Je voulais pas partir de chez moi. J'étais trop bien. J'avais mon cocon. J'allais à l'école. Enfin voilà, j'étais bien. Et en fait, je voulais pas quitter tout ça pour le basket à ce moment-là. Donc voilà, en gros. On va revenir étape par étape parce que tu dis tellement de trucs qu'à chaque fois j'ai envie de t'interrompre pour te poser une question et finalement je dis je vais la laisser aller au bout quand même. Ouais. Donc on va reprendre dès le début. Oui. Papa international. Oui. Est-ce que tu avais le choix de faire autre chose que du basket? Est-ce que je parle pas que ton père t'aurait obligé, mais est-ce que déjà toi tu estimais que tu pouvais faire autre chose que du basket? Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais commencé par faire du tennis. Ok. C'est improbable. Tu sais, c'est un peu la période où tu te cherches un peu, tu sais pas, t'essaies un peu tous les sports. Le tennis, je me souviens pas pourquoi spécialement ce sport-là. Donc, ton père t'a pas imposé, t'as pas emmené. De toute façon, tu disais que c'était à 12 ans, donc tu t'es pas retrouvé à 3 ans dans un gymnase face à un panier. Non, ça, je sais que non. C'est à ce moment-là, franchement, j'ai tout testé. Enfin, il m'a pas forcé entre guillemets tout de suite à aller à la salle, à prendre un ballon de basket. Ça, je sais que non. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'ai même fait de la danse pour te dire. Très bien. Ouais, ça t'a très certainement donné, par exemple, une façon de bouger dans l'espace. Peut-être. Il y a de la transversalité, forcément, entre les disciplines. Donc, je rappelle, tu mesures quand même 1m97. Ça. Pour ceux qui le savent pas, c'est une taille qui veut dire que quand tu as 34 ans, on mesure 1m97. Oui. À 12 ans, on est bien plus grande que la moyenne. Oui. Alors c'est vrai que oui, à 12 ans, bien sûr, j'étais plus grande, mais j'étais pas immense, quoi. Ah oui. Je sais que t'as poussé d'un coup. Ouais. Je crois qu'en 6e, alors il me semble parce que j'avais encore ma carte d'identité à l'époque, je crois qu'en 6e, je faisais 1m65, 68, je crois. 68 peut-être. Ok. 1m68 en 6e. Oui, bon, c'est pas... Oui. Voilà. C'est grand, mais c'est pas forcément... c'est pas super grand. Et en fait, c'est en 3e où j'ai fait une poussée de croissance. J'ai pris 10 cm en un an. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des sœurs. Et combien elle mesure? Alors, j'ai une petite sœur, on a 18 mois d'écart, donc elle est plus jeune que moi, et elle fait 1m93, elle. Ah oui. Donc, Ah oui, à la maison, je sais pas ce qu'ils vous ont mis dans les biberons, mais ça a marché. Et ton père, il mesurait combien? Enfin, il mesure combien? Mon père, il fait 2m18. Ah oui, donc déjà, tu vois, la semence d'origine était déjà riche. L'hygiène, donc on fait la différence. Et ta maman? Ma maman, elle mesure 1m76. Oui, donc bon, pour une femme, c'est déjà une grande femme. À l'époque, c'était grand à l'époque. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de grandes femmes, mais voilà, ouais, je suis issue de parents grands, quoi. Ouais, donc voilà, grand bébé et grande femme. À 12 ans, donc tu décides de te mettre au basket. Comment ça arrive? Qu'est-ce que c'est une discussion? On se dit tiens, ou comment ça? Tu as connu la carrière de ton père déjà? Tu l'as vu jouer? Non, je l'ai pas vu jouer parce qu'il a arrêté. Je pense que je sais même pas si j'étais encore conçue. Clairement, c'est vrai qu'il a arrêté parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Okay. Il a eu des blessures physiques, voilà, le genou, il a eu une rupture du tendon. Voilà, et tout ça a fait qu'il a arrêté. Donc, moi, j'ai vraiment aucun souvenir de l'avoir vu un match ou de l'avoir vu jouer. Donc ouais, après, comment ça s'est fait? C'est une très bonne question. C'est venu naturellement, visiblement. C'est devenu naturellement parce qu'à cette époque, mon papa, il était entraîneur justement, entraîneur de petits, de filles et après de garçons. C'est impressionnant, t'imagines? T'es tout petit, ton entraîneur, il fait 2m18. Ah, ouais, mais tu mouches même pas, tu parles même pas dans les... tu écoutes. En plus, tu connais le sang de l'Est un peu dur, tu vois. Ah non, il fallait pas blaguer. En plus, il doit avoir l'accent, ton père, donc. Encore aujourd'hui, pour te dire, tu vois, il l'a encore aujourd'hui, mais ouais, il avait l'accent et la voix grave un peu, tu vois. Donc, moi, je me souviens, les entraînements, ils étaient durs. Ah ouais.
Donc je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais voilà, je sais qu'il avait les clés de la salle et que voilà, un jour il m'a dit bon allez, je t'emmène à la salle et puis heureusement c'est Et parti. finalement, tu as gardé les clés, tu es jamais reparti. Mais tu as maintenant, on l'appelait, il y a Passepartout et puis il y a Elena, elle a toutes les clés de gymnase. C'est ça. Venez, j'ai les clés de la salle, j'ai les clés de la salle. Donc finalement, début de cette carrière, et tu me dis que tu ne Oui. passes pas par des centres de formation, tu passes pas par l'INSEP. Comment Non. on passe de... Alors, tu es né à Dunkerque, hein, il me semble, c'est ça? Ouais, Dans le c'est nord, ça. dans le Schnorr, dans le Schnorr. En Non, plus, il doit avoir un accent du nord et polonais à la fois, ça doit être exceptionnel. je suis pas resté longtemps dans le Nord. On est descendu vers Orléans. J'avais 5 mois, je crois. Bon, ça va, Pas eu le il a pas cumulé les accents, ça va. Donc, tu débutes à Orléans, donc, j'imagine. Oui, Et, oui, et côté d'Orléans, oui. comment tu débutes à Orléans et que tu atterris en club pro? Quel est le chemin? Ouais. Ça, ça a été l'histoire de ma vie. Parce que forcément, donc, comme je te disais, mon père qui a été pro, etc., le basket, ça l'a énormément aidé. Il voulait que je suive son chemin. Ah, Voilà, c'est quand même arrivé à un moment. oui. On a eu une période un peu compliquée parce que j'ai eu des sollicitations. Donc, j'ai des sollicitations pour rentrer à l'INSEP. Puis à un moment Pour donné, faire... t'as poussé. La fameuse poussée est arrivée. Ouais. Donc ça se Oui, voyait oui, sur un terrain quand même. Il y voilà, un avait peu plus Elena et les autres. c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est un peu plus tard. Je sais pas, je devais avoir, l'adolescence, 14, 15, 16 ans, où j'ai commencé à avoir des sollicitations. Et en fait, comme je te disais au début, ouais, non, j'étais pas prête. J'étais pas prête pour ça. Je voulais pas quitter ma famille. Je suis très famille de base et là, je voulais pas. Voilà, j'étais bien dans ma petite équipe donc à côté d'Orléans. Donc je jouais quand même. J'ai fait les cadets de France quand même. Cadets de France. Après, en senior, j'étais en national, national 3, national 2. Donc bon, ça va, tu vois. J'étais pas. J'étais bien quand même. J'étais dans un bon niveau, pas niveau pro, mais j'étais à un bon niveau. Et en fait, voilà, j'avais le monde autour, mes amis autour de moi, et j'étais épanouie dans cet environnement, pardon. Donc en fait, voilà, Mais l'INSEP n'est pas venu te chercher? L'INSEP Eh ben, si. Alors l'INSEP, bah oui. si j'ai eu des appels, et en fait, pour tout te dire, c'est que j'ai même accepté, pour mon père, d'aller faire une journée là-bas, de faire un entraînement, tu vois. Je ne sais même plus si je l'ai fait ou si je l'ai regardé. Ou si j'ai visité, enfin bref. Mais je me rappelle que je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré quand j'ai dit mais je veux pas, non, je veux pas. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas là-bas? Parce que généralement, en plus, le basket, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes le seul sport où il y a des mineurs qui arrivent. Alors peut-être que Teddy Riner en judo est arrivé mineur à l'INSEP, je suis pas sûre. Mais en tout cas, globalement, vous êtes quasiment le seul sport où vous y allez mineur. Donc c'est comme si c'était une sorte de grande colonie de vacances où où ça s'arrête jamais, quoi. Enfin, entre les entraînements à l'école, pour ceux, pareil, qui connaissent pas l'INSEP, parce qu'il y a beaucoup de non-sportifs qui écoutent. L'INSEP, c'est un centre où tu peux et t'entraîner et aller à l'école et manger. Enfin voilà, c'est une sorte de grand centre où tu sors jamais, finalement. Ouais, je pense que c'est pas rêver, toi. Ça fait rêver plein de jeunes. Ouais, mais en fait, je pense que, tu vois, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, je te disais que ma personnalité, j'adorais les gens, je suis quelqu'un d'hyper, tu vois, jovial, etc. Mais je pense que durant mon enfance, c'était l'inverse. J'étais quelqu'un hyper enfermé, tu vois, hyper enfermé, assez timide. Et je pense que c'est ça qui m'a fait peur, en fait, le fait d'être dans un environnement où je connais personne, j'ai pas mes repères. J'ai paniqué, en fait. J'ai dit non, je veux pas. Et je pense pas que ce soit le fait de faire du basket tout le temps, parce que je commençais vraiment à adorer ça. Tu vois, je regardais des matchs à la télé, j'avais des maillots. Enfin, tu vois, la passion, quoi, la passion qui naissait. Donc, je pense pas que ce soit le fait vraiment la raison basket. Tu vois, je pense que c'est j'ai pas envie de dire le côté social, mais tu vois, le fait vraiment de quitter mon cocon. Ton cocon, oui. Parce que je pense que tu me mets ça vers chez moi,
tu vois, peut-être que j'aurais réfléchi différemment, tu vois. Ça devient envisageable. Ouais. Mais c'est fou, hein, parce que, ouais, mon enfance, tu vois, ça a été beaucoup, je me mettais un peu à l'écart, tu vois. Je me D'accord. mettais un peu à l'écart et tout, j'étais hyper timide. Mais, ouais, je pense vraiment que c'est plus par rapport à cet aspect-là. Donc, tu restes à Orléans. Ouais. Et comment arrive à Orléans à ton premier club pro? Quel est le chemin? Ils sont venus te chercher les pros, là, à Orléans? Non, et ben, figure-toi que c'est moi Il a qui fallu a fait la partir quand même. Et ben, dis-toi, c'est moi qui a fait la démarche. C'est moi qui a fait la démarche vers les clubs. En fait, donc je sortais de mon bac et tout, donc j'ai vraiment eu le parcours, voilà, le lycée classique, quoi, tu vois, jusqu'au bac, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu pas un électrochoc, mais presque, dans le sens où je me disais, je vais regretter. Je sens que je vais regretter si je ne saisis pas l'occasion, si j'essaie pas. C'était vraiment dans ma tête, essaye au moins. Et en fait, c'est moi donc qui a fait la démarche vers les clubs. Donc j'ai commencé à aller, donc j'ai vu des clubs pro. Je suis pas tout de suite allée au plus haut niveau, au niveau ligue. Je suis allée au niveau Ligue 2. Donc je crois que j'ai fait 3 clubs. J'ai fait la démarche vers 3 clubs. Et il y en a un qui m'a répondu pour venir faire un essai. Pareil, un entraînement. C'était en fin de saison, voilà, pour voir. Donc c'était le club de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Qui était en Ligue 2, pareil, qui était haut de tableau, qui avait des ambitions de monter, etc. Donc je me dis, bon, j'ai pas fait les choses à moitié, donc allez, j'y vais, je pars faire l'essai. Donc déjà là, je saute de trois niveaux. Je passe de mon club là à côté d'Orléans à La Roche, c'était à peu près 3 niveaux. Donc rien que là, j'ai vu la différence. J'ai fait bon. Tu y es, tu restes et vas-y, fais l'entraînement au max, donne-toi à 100%. Donc je fais l'entraînement, etc. Et en fait, il s'avère que le coach, il est intéressé pour la saison d'après, donc il me propose de venir pour la saison d'après pour signer donc un contrat et de venir chez eux. Donc chose que j'accepte. Et puis après, voilà, c'était parti. Juste pour qu'on se rende compte, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Nous, de l'extérieur, tu signes à combien à peu près à ce moment-là? Alors je précise que je suis malade, alors je vais tousser. Entre eux, je mouche et je tousse. Pardon, je vais essayer de ne pas étouffer dans ce podcast. Alors à cette époque-là, c'était même pas le SMIC. Hein. Franchement, je crois que j'étais à 1000 euros. Ok. J'étais à 1000 euros, mais j'avais l'appart, tu vois, payé. Tu avais des avantages en nature. Exactement. L'appartement, j'avais ma voiture. Donc non, j'avais l'appartement, mais c'était, je crois, dans les alentours de 1000 euros. Donc bon, c'est pas l'aspect financier qui me bien sûr, mais il faut bien débuter quelque part. Exactement. Je savais que de toute façon ça allait pas être une somme. Moi c'est comme si je venais de rien, clairement. Enfin, c'est comme les jeunes, qui signent leur premier contrat pro. Et encore, moi j'ai pas fait le cursus de beaucoup d'entre elles. Donc ça, il y avait pas de problème. C'était vraiment pour moi c'était un challenge un peu. C'était allez, je me lance parce que je voulais pas avoir de regrets. Je me disais non, il faut que t'essayes et puis tu verras. C'est maintenant ou jamais. Exactement. Quel est le bilan de cette première année? Parce que j'imagine que tu m'as dit que tu as sauté 3 niveaux. Donc la pression est pas la même, la gestion de l'entraînement pas la même. Y a rien, il y a tout qui change. Il faut se soigner, il faut s'entraîner certainement plusieurs fois par jour, il faut se déplacer. Là, il y a tout qui change. Et puis aussi la concurrence qui se pointe. Oui. Parce que dans une équipe de basket, vous êtes 5 sur le terrain, mais il y a les autres qui attendent. Oui. Ah mais totalement, ça a été un changement mais tellement radical. Je crois qu'au tout début, je me disais mais qu'est-ce que je faisais là? Enfin, je me souviens, je me suis posé énormément de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Parce qu'en fait, comme tu expliquais, 3 niveaux de retard, il fallait que je rattrape. Donc forcément, je faisais plus d'entraînement que les autres. À cette époque, j'avais un entraîneur en plus qui était très exigeant. Très très exigeant. Ça a été très dur parce que
mentalement, j'étais encore fragile à cette époque. Donc ouais, ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve, mais en fait, je sais pas pourquoi, je voulais pas lâcher. C'était comme ça, je voulais pas lâcher. J'étais là et je voulais pas partir. Voilà, je me disais, de toute façon, c'est le passage obligé. Tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais voilà, j'avais l'appui de mes parents aussi. Je le faisais aussi beaucoup pour mon père, hein, forcément. Après toutes ces années où il m'a poussé et que j'ai refusé, je pensais beaucoup à lui. Je me disais, je fais-le pour lui, rends tes parents fiers. Donc en fait, voilà, j'ai continué. Ça a vraiment pas été simple. Je me souviens, j'étais dans un appartement au tout début, insalubre. Ils m'ont offert un appartement, c'était atroce. Enfin, tu vois, je suis passée du tout au tout. Et voilà, j'ai continué en fait. J'ai pas lâché. Mais c'est ce qui te prouve aussi que t'avais vraiment envie d'être là. Parce que quand tout à la limite est désagréable autour, mais qu'on continue, c'est que l'envie est plus forte. Exactement. Je me suis découvert, voilà, exactement. C'est ce que comme tu viens d'expliquer, c'est cette envie en fait. Je pense qu'elle était là, elle était enfouie peut-être, mais elle demandait qu'à sortir et éclore. et voilà, à partir de ce moment-là, ouais, ça a lancé ta carrière. J'ai lancé. Tu parlais que tu étais fragile mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire être fragile pour toi à ce moment-là? C'est à ce moment-là, je pense fragile parce que en fait, comme je te disais, je venais d'un petit club. Je pense que voilà, je jouais à la balle. Je jouais à la balle. Je connaissais pas du tout le monde pro. Je savais pas ce que c'était. J'avais tellement c'était inconnu pour moi en fait. J'étais à 10 000 lieues d'imaginer tout ce que j'ai vécu la première année. Voilà, c'est le grand saut. C'est le grand saut, c'est de passer j'ai envie de dire, jouer avec ses copines, rigoler entre guillemets, tu vois, à travailler sérieusement les entraînements, faire que ça en fait. Là, tu te rends compte que ta vie elle tourne vraiment autour du basket. Tu manges basket, tu dors basket, ce que tu dois mettre à côté, l'hygiène de vie que tu dois mettre en place. Tout ça, je savais pas en fait. Je savais pas, tu vois, je savais pas que ça impliquait tout ça, tu vois. Je suis vraiment partie en mode aventurière, tu vois. Genre, allez, je saute, on verra. Mais bon. Et c'est bien que tu dises parfois il faut sauter, parce que la preuve, si t'avais pas sauté, t'en serais pas là. Et des fois, aller dans l'inconnu, dans une zone qui est désagréable, hein, parce que c'est ce que t'as connu, ça permet d'amener de grandes choses. Donc, tu fais cette année-là, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu restes combien de temps dans ce club? Alors, je suis restée 1 an dans ce club. Alors, il me semble que j'avais signé 1 an ou 1+1, c'est 1+1 renouvelable. Et en fait, ensuite, j'ai été appelée par un entraîneur, donc l'entraîneur de Perpignan à l'époque, qui était aussi en Ligue 2. Et en fait, cet entraîneur, c'est assez marrant parce que c'était l'entraîneur à l'INSEP. D'accord. Qui m'avait appelé quelques années auparavant pour venir à l'INSEP, que j'avais vu quand j'avais fait la journée d'essai, etc. Donc en fait, il m'a jamais lâché quoi. Il m'a jamais lâché et il entraînait donc Perpignan à cette époque et il m'a appelé. Et en fait, donc cet entraîneur s'appelle François Gomez et faut savoir que dans le basket, François Gomez il est vraiment réputé pour être un des meilleurs en France. Vraiment, moi je peux le dire encore aujourd'hui, hein, ça a été un de mes meilleurs entraîneurs. C'est avec lui que j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé. Donc il m'a appelé et en fait je l'ai rejoint à Perpignan pour la première année en Ligue 2. On fait une saison magnifique et on monte en Ligue, ma première année en Ligue féminine, le premier niveau, le plus haut niveau. Alors j'imagine que bon, après ta carrière elle débute, en plus tu rencontres l'entraîneur qui très certainement te fait évoluer. Et arrive encore une autre étape, celle de l'équipe de France. Comment tu apprends que tu rentres en équipe de France, toi qui as un parcours qui est atypique finalement? Oui. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu reçois un appel? Comment ça se passe d'ailleurs? Oui, tout à fait. Ben justement, j'ai reçu.
Alors, il me semble que c'était sous forme de convocation, un peu encore, on recevait des lettres à l'époque, je me souviens. Tu t'y attendais à ce moment-là, que c'était possible Non, que tu rentres en équipe de non, France? pas du tout, parce que comme je te disais, j'ai reçu c'était à ma première année à Perpignan, donc j'étais ma première ou ma deuxième, je sais plus, mais je crois que c'était ma première, donc j'étais en Ligue 2, tu vois, j'étais pas encore en Ligue au plus haut niveau, donc moi je m'attendais pas du tout. Et en fait, c'est à la fin de la saison, donc on fait une saison de fou, franchement. On gagne le titre, etc. Donc moi, j'ai adoré cette saison et en fait, je m'attendais pas du tout. Et j'ai reçu cette convocation. J'étais trop contente, quoi. J'avais un peu peur, je te l'avoue. Mais est-ce que je vais être assez bien? J'ai fait que 2 années en pro. Oh là là. Mais en fait, ouais, tout s'est enchaîné tellement vite. Après, c'est fou, tu vois. Mais ouais, j'étais tellement contente. Donc en fait, je suis en train de réaliser. Tu pars d'Orléans, tu fais 1 an avec ce coach, peut-être 2, ok? Finalement, tu vas à Perpignan avec le coach Gomez, tu fais 1 ou 2 saisons, donc ça veut dire vraiment, allez, on est max à 4 ans de tes débuts en pro et tu es appelé en équipe de France. C'est ce que tu es en train de me dire? Et même pas à 2 ans, parce que regarde, j'ai fait 1 an finalement, à la... Ok, tu savais pas si tu avais fait 1+1, mais en fait, finalement, tu fais 1 an là-bas. Ma première année pro. Après, je suis partie 2 ans à Perpignan et je crois que c'est au bout de ma première saison à Perpignan que j'ai été appelée, donc 2 ans en pro. 2 ans en pro? Ouais. Ah ouais. Mais en fait, ouais, tu sais, on va dire que à ce moment-là, les grandes, il y en avait pas énormément et c'est un profil qui est recherché, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont commencé à m'appeler, etc. Et que de toute façon, moi, je pense que c'est pas que je me dénigrais, mais je me sentais pas du tout au niveau et des fois je me disais mais pourquoi ils m'appellent juste parce que je suis grande, voilà. Donc je pense qu'en fait ils ont juste attendu que je saute le pas, que je commence à me lancer dans ma carrière pro et à progresser, etc. pour vraiment me convoquer quoi en équipe de France. À mon avis ils ont toujours gardé un œil voilà sur ce que j'allais faire. Ils ont pas lâché malgré tout, ils ont pas abandonné. Force à eux parce que vraiment ouais j'en ai refusé pas mal quoi. Est-ce que vraiment tu penses que mesurer 1m97 c'est suffisant pour être appelé en équipe de France? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même savoir jouer. Il faut quand même savoir avoir des qualités de basket. Il faut une lecture de jeu aussi. Pardon? Il faut une lecture de jeu aussi. Il faut une lecture de jeu, il faut plein de choses. Ah oui, il faut la lecture très très important. Et puis ouais, des qualités basket. Je dis ça maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui encore plus. Tu vois, le basket a tellement évolué que ouais, il suffit pas d'être grande. Ça c'est certain. Ça aide énormément. Ça c'est indéniable. Franchement, ça aide énormément, mais il faut plus. La coach thérapeute en moi était obligée de te faire dire ce que tu viens de dire parce que tu commençais à nous dire que oui, ils m'ont appelé parce que je mesure 1m97. J'avais besoin que tu dises toi-même qu'il fallait autre chose. Hein. C'est bien d'être grande, mais ça suffit pas à mon avis. Et puis le coach qui t'appelle, il est pas là pour mettre des mannequins au milieu du terrain, il veut gagner. Exactement. Ah ouais, mais c'est clair. Ah mais oui. Ah oui. Ça c'est sûr. 34 ans, tu l'as dit, à l'aube de commencer une nouvelle vie, une transition. Oui. C'est pas encore tout à fait le cas. Si je te dis que ta carrière a été riche, intense et couronnée de succès, est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh bien, jusque-là, il y a encore des choses à vivre, on est d'accord. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est marrant parce que, tu sais, pendant la carrière, tu te rends pas forcément compte de tout ça, de tout ce que tu as gagné, etc. Enfin, moi, c'est mon cas. Hein. Je sais que quand je suis dans ma carrière, j'avance et je regarde pas forcément en arrière. Mais c'est vrai que plus on approche de la fin de carrière et plus on se dit, ah, c'est pas mal quand même. Surtout quand tu penses d'où tu viens, de tout ce que tu as fait quand tu étais plus jeune, de ton parcours, tu vois. Donc oui, bien sûr, franchement, on m'aurait dit ça 20 ans en arrière, j'aurais jamais cru, mais jamais. D'autant que là, tu es dans un club, on peut dire que c'est presque la Dream Team au féminin, là. Là, il y a du lourd, hein, l'Asvel, hein, cette année-là. Ouais,
beaucoup d'international dans l'équipe. C'est un club qui a beaucoup d'objectifs, tu vois. Donc oui, c'est clair. On est une équipe qui est pas mal étoffée. Justement, comment tu le vis, le fait d'aborder ce virage, de commencer à virer, parce qu'il n'est pas encore complètement abordé, commencer à virer, mais être performante à la fois. Comment tu le gères, ça? Alors c'est vrai que bon, je suis quand même allée à 70, 75% encore dans ma carrière. Je suis quand même voilà, j'ai encore des objectifs à atteindre. Comme je te disais, je me sens bien physiquement, donc c'est vrai que pour moi c'est dur de me dire je vais arrêter. Mais pourquoi tu arrêtes? Qu'est-ce qui t'oblige à arrêter? J'ai plusieurs raisons. Déjà, j'ai peut-être aussi cette envie de voir autre chose. J'ai accompli tellement de choses dans le basket, des choses que j'aurais jamais imaginées, et je suis tellement reconnaissante pour ça que des fois, je sais pas, je me dis bon, t'as peut-être fait ton chemin, je vois la nouvelle génération. Des fois, je me dis bah peut-être leur laisser la place, tu vois. Tellement on a en France, on a la chance d'avoir du talent dans les jeunes. C'est incroyable. Donc voilà, c'est juste que peut-être l'envie de voir autre chose aussi, tu vois. Tu parlais des hauts et des bas dans ta carrière, que c'était dur, et tu l'as dit avec tellement de... J'ai pas voulu t'interrompre parce que tu faisais le tour à ce moment-là, mais tu disais que ça a été dur, ça a été tellement dur. Avec tellement de profondeur et de gravité dans ta voix, je suis obligée d'y revenir. Qu'est-ce qui était si dur? Qu'est-ce qui est si dur? Parce qu'elle est encore, it's on. Oui, elle est dure. Elle est dure, ouais, c'est vrai qu'on parle du passé, mais... c'est maintenant. Et puis c'est vrai que dans ce podcast, j'ai l'habitude de parler au passé. Donc il faut que je remette au présent. Elle est dure parce que, en fait, tout ce que j'ai eu, j'ai été le chercher. On m'a absolument rien donné. Vraiment, c'est l'image de mon parcours. C'est que j'ai fait énormément d'efforts, des sacrifices. Donc, je pense comme tous les sportifs. De toute façon, c'est le milieu qui veut ça, les sacrifices, etc. Mais je trouve que de par, comme je te disais encore une fois, l'adolescence où je suis partie presque de rien, j'ai dû tout rattraper, et en fait, j'ai dû mettre les bouchées doubles tout le temps, faire des extras tout le temps, enfin, rattraper les autres, quoi, et même faire plus. Et donc, c'est beaucoup d'efforts, et voilà, après, si je devais échanger, entre guillemets, mon parcours avec quelqu'un d'autre, je le ferais pas, parce que il est unique, et je suis hyper reconnaissante de tout ça. Mais c'est vrai que ça a été dur parce que j'ai eu pas mal de moments où on m'a mis les bâtons dans les roues. Sans citer de nom, de quoi tu parles globalement? Il n'y a pas besoin de nom, mais on n'est pas là pour les polémiques. Je suis souvent arrivée dans une équipe où j'étais, entre guillemets, le plan B. C'est-à-dire qu'il y avait une joueuse avant moi, tu vois. Souvent, j'ai eu ça. Quasiment tout le temps. Sauf peut-être une année quand même à Montpellier où là, ça n'a pas été le cas. Mais sinon, ça a été souvent ça. J'arrivais en remplaçante. Donc, moi, je pense que l'esprit compétition, il est arrivé là. Même en équipe de France aussi. Tu as été appelée parfois pour remplacer d'autres. Exactement. Ça a été souvent ça. Ça a été quasiment que ça. Donc ça a été de prouver, en fait. Il fallait que je prouve que j'ai ma place. Il fallait que je prouve tout le temps, en fait, que peut-être je pouvais être le plan A. Il fallait que je prouve aux entraîneurs. J'avais toujours cette sensation qu'il fallait que je prouve, en fait. Donc que je fasse plus d'efforts, que je m'entraîne beaucoup plus dur, que je fasse plus que les autres. Donc c'est pour ça que je dis que mentalement ça a été dur, parce que forcément il y a eu des moments je me disais mais à quoi bon mais voilà. Et quand on est souvent le plan B, est-ce que comment on se sent globalement dans sa vie? On se dit que je suis toujours le backup, je vaux pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on se dit d'être souvent le plan B? On a des moments où on perd confiance, hein. Moi je vais pas le cacher, j'ai eu énormément de moments où j'avais plus confiance en moi, en fait. Parce que je me disais mais en fait je suis pas assez bien, je fais pas assez, et tu te dénigres, tu vois, tu te dis mais en fait pourquoi faire ça,
t'as peut-être pas les capacités. Enfin voilà, tu te descends. Clairement, moi j'ai eu beaucoup ça, hein. Beaucoup ça où je me dis, en fait, je vois rien. Mais mais bon, après j'ai de la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours motivée, toujours encouragée. Et c'est ce qui m'a donné la force, tu vois. C'est ce qui m'a donné la force. Mais c'est sûr que c'est pas facile quand même d'avoir ce statut-là. C'est pas simple. Qu'est-ce qu'il te disait? J'imagine que ton père devait suivre de très près ta carrière. Quel Oui, mot oui. faisait que tu arrivais en tant que remplaçante et finalement tu y croyais et que tu disais ok, moi je vais leur montrer que je suis pas qu'un plan B, on peut aussi compter sur moi. Ben c'est ce que j'appréciais avec mon père, c'est qu'il était franc. C'était que même si par exemple je faisais un mauvais match, il me le disait. Il me le disait et je l'appelais pas que quand on gagnait. Je l'appelais beaucoup quand on perdait. En fait, voilà, c'était après les matchs, c'était l'appel à mon père, quoi. On débriefait et même si j'avais pas été bonne, bah il me le disait. Et c'est ça que j'appréciais moi. C'est ça que j'appréciais et c'est pour ça que même à force, je suis devenue hyper perfectionniste. C'est-à-dire que je voyais toujours, on me disait ah c'est bien, t'as bien joué, hein. Et moi je voyais ah bah ouais mais regarde j'ai raté un rebond, j'ai fait une mauvaise passe. Et voilà, je pense que c'est parti de là. Mais je sais que mon père, ouais, lui. Il m'encourageait comme ça en fait, mais c'était vraiment pour mon bien. Comme la plupart des entraîneurs d'ailleurs, qui ont été derrière moi. Ils ont été durs, mais je sais que mon père, il me disait justement, sois contente de ça, parce que s'il te calculait pas, là oui, pose-toi des questions. C'est-à-dire que voilà, il croit pas en toi. Mais c'était l'inverse. Donc en fait, voilà, c'est ce qui fait que du coup, ça me rassurait et que je me disais, bon, ils sont durs, mais c'est pour mon bien, c'est qu'ils croient en moi en fait. Ah oui, on peut pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de nous donner. Surtout pas l'entraîneur. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, ça arrive. Peut-être des managers qui devraient pas être managers. Mais Oui. généralement, un coach, il a de l'expérience, il voit venir. Donc, quand il attend quelque chose d'un sportif, c'est qu'il sait. Il voit Oui. avant. Et la preuve, hein, il savait avant toi que tu finirais pro. Ouais. Alors que toi, tu dis, non, non, moi, je veux pas partir de chez moi. Oui, exactement, c'est ça. Comment ça se passait en équipe de France? Moi, c'est vrai que je viens d'un sport comme l'athlétisme où c'est très mixte. J'ai pas vécu une vie entourée de femmes, même si bon, c'est souvent des hommes qui vous coachent, mais autour de soi, c'est que des femmes. Est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce qu'il faut jouer des coudes? Est-ce qu'au contraire, c'est des sœurs? Comment ça se passe une vie entre filles? Alors, moi j'ai découvert, enfin c'est ma famille. Clairement, l'équipe de France, j'ai toujours. Alors, si je devais parler sportivement, bah comme je te disais juste avant, ça a été dur parce que voilà, dernier choix, je jouais pas beaucoup. Ouais, ça a été dur. Sportivement, ça a été dur. À chaque fois, je me disais, bah en fait, pourquoi je suis appelée si c'est pour ne pas être utilisée vraiment. Donc voilà, sportivement, ça n'a pas été simple, mais en fait, j'ai eu du soutien et l'appui de mes coéquipières. J'ai vraiment découvert une grande famille, des sœurs, clairement. Il y a des joueuses voilà, pour moi, c'est comme mes sœurs avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, et bien plus. Enfin, c'est mes meilleures amies. Donc, grâce à elles, honnêtement, j'ai pu tenir et j'ai pu, voilà, le fait d'avoir le maillot aussi, clairement. Enfin, à chaque Marseillaise, moi, c'était l'émotion. Enfin, tu connais, c'est. Tu parles à la fille qui pleure encore aujourd'hui en regardant la Marseillaise à la télé, je te rassure. Je te jure, même un match amical, un match d'entraînement, mais même si t'entends la Marseillaise et que t'as le maillot, enfin, ça, t'oublies tout, tu vois, t'oublies tout. Donc pour ça, c'était ouais, un honneur, un honneur. Et puis d'avoir fait autant de temps aussi, jamais j'aurais cru, tu vois. Et c'est pas fini. 1m97, c'est exceptionnel, c'est recherché sur un terrain de basket. 1m97, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément... moi déjà, je mesure 1m83. Je me rends compte à quel point le monde n'est pas fait pour nous. Donc j'imagine qu'1m97, au quotidien, c'est pas facile à gérer. Ah non, à qui le dis-tu? Non, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut que faire face au regard des autres. Donc c'est pour ça que je te dis que j'ai eu une enfance où j'ai été assez à l'écart, assez timide, parce que je pense que je complexais énormément de ma taille quand j'étais plus jeune, au collège notamment. Tu sais, au collège, on n'est pas très sympa entre nous, hein. Franchement, les camarades, ils sont pas très cool, donc
Donc c'est vrai que ça a pas été facile. Et comme tu dis, hein, le monde de nos jours, même si ça va un peu mieux, je dois l'admettre. Il y a de la progression. Il y a de la progression, tu vois, les vêtements, tout ça. Je trouve que ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que oui, c'est pas simple. Après, grâce au basket, moi, j'ai vécu ça en étant, enfin, comme une force. Pour moi, ça a été une force, ma taille. Avec le basket, voilà, ça m'a aidé. Le fait d'être entouré que de grands, enfin, la plupart, les 3/4 de l'équipe qui sont grands. Voilà, tu joues à l'Asvel, il y a notamment Sandrine Gruda. De mémoire, j'aurais dit 1,92 ou 1,93, je sais plus. Un petit peu, voilà, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc bon, c'est vrai que 97, 92, 93, voilà, on est un peu entre copines, ça va. On n'est pas trop perdus. Moi, quand j'étais au collège, tu parlais du collège, j'avais tendance à me voûter, à me courber vers l'avant pour faire la taille de mes copines, justement, et j'étais obligée de passer par la case kiné, qui m'a apprise à me tenir droite. Et maintenant, on me reproche de me tenir droite en me disant que ça fait je me la pète. Voilà. Maintenant, je suis hautaine parce que je me tiens trop droite. Est-ce que tu as eu ce moment-là aussi où tu as voulu paraître plus petite? Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, je croisais les jambes. Tu sais, pour que le bassin il soit un peu plus baissé. D'accord. OK. J'ai pas. Ouais, peut-être si. Ou me tenir à quelque chose, tu vois. Je me souviens pas. T'appuyer sur un truc. Ouais, bah oui, forcément. Comme je te dis, surtout au collège. Pour essayer de paraître plus petite, mais bon, ça marchait pas tellement. Après, je trouve un moyen. Pour marcher et appuyer, c'est sûr que ça marche pas bien. Mais parlons d'amour, justement. 1m97, ça limite. Est-ce que, du coup, c'est possible, c'est envisageable pour toi de fréquenter quelqu'un de plus petit ou c'est sûr que c'est minimum ta taille, voire plus grand? Alors, j'ai fréquenté quelqu'un de plus petit dans mes débuts au début de ma carrière pro. D'ailleurs, il m'a énormément Plus petit 1m90 ou plus petit 1m80? Plus de 1m85, tu vois, même un peu moins. Je sais plus exactement sa date. Mais bon, tu vois, je sais que cette personne, par exemple, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment sa personnalité. C'était quelqu'un qui était doux, qui me rassurait. Enfin voilà, j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que la taille, j'ai pas prêté plus attention. Bon, même si, tu connais, quand tu te promènes dans la rue, c'est pas simple. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je préfère avoir quelqu'un de grand. Parce que c'est vrai que le fait, comme je te dis, d'être dans le basket, tu vois des grands tout le temps, même chez les hommes. Enfin voilà, c'est que des grands, des 2 mètres, 2m10. Ça fait bizarre, hein. On n'est pas habitué. Et quand on les croise et qu'on reste avec eux, ça fait tout de suite bizarre. Mais j'avoue que je préfère. Ça limite quand même, par contre. À partir d'un mètre 97, je sais pas quel pourcentage ça fait dans le monde, mais ça fait pas beaucoup. Ouais, hein. Ça limite, c'est vrai que oui. Il est forcément basketteur, hein, quelque part. Sinon, il a loupé sa vie. Hein. S'il est plus de 2 mètres et il n'a pas profité de sa carrière, de sa taille, c'est bien dommage. Ah ouais, non mais c'est ça. Ou volleyeur, ou... Ah oui, volleyeur. C'est vrai. Volleyeur. Je sais pas, mais ouais, c'est vrai que ça limite. Mais bon, après, on verra, tiens. Et la question des talons, parce que c'est une remarque qu'on me fait aussi souvent. 1m83, quand je porte des talons, on me dit « Ah, mais Yamina, t'es déjà grande et tu mets des talons. » Est-ce que toi, je sais que Sandrine porte des talons, en revanche. Oui. Est-ce que toi, t'en portes? Moi, j'en porte quand je suis avec les basketteuses qui en portent aussi. Ok. Pas la seule grande qui dépasse, mais vraiment tout le monde. C'est vrai que souvent quand on a des soirées d'équipe, et qu'il faut être bien apprêté, et tout de suite on se demande qui met des talons. C'est un sujet. Ah oui, tu vois, comme quoi je pense que les auditeurs se disent c'est quoi ces questions, mais c'est un vrai sujet finalement, parce que là vous vous concertez pour savoir qui va mettre des talons quand même. Ouais, quand même. Oui, pour pas qu'on soit la seule, parce que déjà qu'on est grande, c'est vrai que si on met des talons, on va pas se cacher. On fait vraiment très grande, mais si on est plusieurs grandes, ça passe mieux. Mais moi, ça m'arrive sinon d'en mettre. Hein. Franchement, j'ai quelques paires, je me gêne pas. Finalement, tu arrives à faire fi du regard des autres de plus en plus.
Oui, vraiment. Plus, oui, oui, oui. Comparé à des années en arrière, ça a rien à voir. Question de curiosité, j'imagine que je suis pas la seule à me poser la question. Quelle est ta pointure? Alors, ma pointure. Alors, sachant qu'au basket, je prends une taille au-dessus parce que j'ai des semelles orthopédiques. Ok. Grande histoire. Je prends 46 au basket et en chaussures 45. C'est facile à trouver des talons en 45? Figure-toi que oui. C'est vrai? Internet. Ah oui, Internet. ok, parce qu'il y a les nouvelles technologies maintenant, là, ça Ah va. ouais, on se donne les liens chacune, hein, on se donne les petits tips là de plus en plus, tu vois. Et franchement, je trouve que c'est de mieux en mieux. Hein. Moi, je me souviens plus jeune, la galère. Les modèles, ils étaient pas très très beaux, tu vois. Et là, je trouve que vraiment, ils ont bien bien avancé. Hein. Il y avait aussi une basketteuse, je sais pas si c'est pas Sandra Dijon, qui avait créé aussi une marque de jeans Oui, spécifique pour je me grandes. rappelle. C'est vrai, Oui, hein? c'est elle. Elle existe encore cette marque? Eh ben, bonne question. Ok, d'accord. Donc Et toi, finalement, avec la technologie, maintenant, tu arrives à t'habiller, à trouver, Oui, à faire venir, par exemple, des États-Unis. oui. Finalement, s'habiller, bon, c'est vrai que quand on est basketteuse professionnelle, on est tellement habillé en survêt et tellement habillé par les vêtements du club ou des sponsors. On remercie les Ah, sponsors, n'est-ce pas? ouais, merci. Non, mais le Ça va, jogging, j'avais le jogging, même. Donc c'est bon, moi je suis ok. Toute ma carrière, j'ai eu celui-là, ça donc ça marche. va. On est d'accord. Et pour tous ceux qui se posent la question et qui sont pas en vidéo, bah tant pis pour vous, hein. Rendez-vous sur YouTube pour aller voir de quelle marque on parle. Voilà, je ne dirai pas. On va Mais oui, revenir le sur ta jogging. carrière. Énormément de clubs en France, sauf un qui était en Russie. Et c'est vrai que c'est un pays qui est assez opaque vu d'ici, encore plus aujourd'hui où on parle beaucoup de la Russie, pas forcément bien. Parle-nous de ton expérience de vie en Russie. J'en avais parlé il y a quelques années avec Sandrine Nogueda, qui finalement me racontait des choses qui étaient assez surprenantes dans le sens où c'est pas un quotidien de basketteuse. Je crois qu'elle me disait, alors peut-être que je me trompe, hein, mais par exemple qu'elle avait un chauffeur. C'est le cas? Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Donc raconte, c'est quoi ce truc de fou? Donc tu pars. Il paraît que déjà les sommes en Russie sont, je vais pas dire astronomiques, mais elles sont plus étoffées que les autres Ah oui. contrats. Que le style de vie est pas le même, dans le sens où vous avez un chauffeur, de mémoire, mais là aussi je peux dire une bêtise, il y a un cuisinier aussi, non? Et Moi, je l'avais pas. Je sais que mais tu pouvais. certains ou certaines avaient des Oui. cuisiniers. Ouais. Ok. Donc Ouais. raconte-moi cette vie, comment c'est arrivé, comment on t'a proposé la Russie. Et est-ce Ouais. que t'as flippé de te dire purée, je pars en Russie? Alors oui, forcément, tu flippes. Tu te dis la Russie, mais la Russie, quoi. La vie là-bas et tout ça. T'étais dans quelle Pas ville? Parce que rigolo. t'étais pas à Moscou, hein. Alors, ah non, alors justement, Sandrine, elle était dans une ville qui était un peu plus attractive que la mienne. Tu vois, elle était à Ekaterinbourg, donc il y a des millions d'habitants. Enfin, voilà, il y a des buildings et tout. Tu vois, c'est une ville à peu près correcte. Moi, j'étais dans un bled russe, dans le sud-ouest de la Russie, donc une ville qui s'appelle Koursk, donc qui est à la frontière de l'Ukraine, ouais, qui est à la frontière ukrainienne, qui est je sais même pas combien d'habitants, mais voilà, c'est une petite ville, personne parle anglais, donc franchement, je suis partie, mais vraiment dans l'inconnu total. Donc t'as appris Genre, le russe si personne parle anglais. T'as fini par apprendre le oui, russe. Ah alors ouais. Vous oui, aviez des cours de russe? alors on pouvait, donc j'ai fait une fois un cours de russe qui m'a duré tout l'après-midi, mais genre je crois que j'ai fait au moins 4 heures de cours. J'avais la tête qui allait exploser tellement le russe, c'est difficile. Enfin, Ah ouais. ça a rien à voir avec l'anglais, rien à voir avec le français. C'est, tu vois, l'écriture cyrillique, tout ça. Waouh, c'est un truc de fou. Donc j'avais pris ce cours. Après, à force d'entendre aussi, tu sais, moi j'entends. Enfin voilà, on entend, on retient, puis après on a les bases. Tu sais, bonjour, merci, les chiffres, tout ça. Et donc en fait, ouais, la Russie, comment c'est venu? Bah, j'étais à Bourges, donc j'avais fait 2 ans à Bourges. Et en fait, il m'avait déjà contacté la première saison. Il m'avait dit viens à Kursk. On les avait joués en Coupe d'Europe. Et après ça, il m'avait appelé. Et en fait, moi, ça a été soudain parce que j'ai signé 2 ans. Je voulais honorer mon contrat, faire mes 2 ans et pas partir. Donc je leur ai dit, je suis désolée, je vais rester à Bourges. J'étais pas là tout de suite. J'étais pas prête à partir à l'étranger là.
Voilà, j'étais bien, je fais mon année à Bourges et après on verra. Et en fait, ils m'ont rappelé l'année d'après, alors qu'on les avait pas joués. Vraiment, pas de nouvelles pendant un an, tranquille. Et ils m'ont appelé, je crois, le vendredi. Le mardi, j'ai signé. Ah oui, Ah ouais. ils ont été Ah ouais. convaincants. Ouais, il faut savoir que quand l'étranger t'appelle, en général, la réponse c'est là, c'est immédiat presque, tu vois, c'est 48 heures max, vraiment. Donc, donc club de fou, hein. En Russie, il faut savoir que c'est un des meilleurs clubs en Europe. Donc le club de Sandrine encore plus, hein. Ils sont champions d'Europe, je sais pas combien de fois. C'est pour ça qu'elle est restée 8 ans, je crois, ou 9 ans. Ah, elle est restée longtemps. D'ailleurs, je devais aller la visiter. Tu me dis que c'était plus grand, mais c'était quand même relativement loin, hein, parce que je voulais y aller une semaine. Oui, Et elle m'a dit non, oui, non, non, viens pas une semaine, parce qu'il va falloir ouais, quand même 3 jours pour venir, 3 jours pour ouais. repartir. Donc, Ah oui, elle me dit, si tu viens seulement une semaine, il faudrait que tu viennes 2 semaines, enfin, plus le voyage. Enfin, finalement, pour plein de raisons, oui, j'y bah, suis pas allée. Mais là aussi, c'est immense. Et ouais. Ekaterinbourg, même si c'est grand, c'était Ah bah, assez loin, hein. c'était à l'opposé de où j'étais, tu vois, c'était plus à côté est, donc la Russie c'est tellement immense, on faisait des déplacements en Russie, 4 heures d'avion, on était dans le même pays, quoi. 4 heures d'avion, même pays, tu vois, c'est immense, donc voilà, donc c'est vrai que quand t'as un club comme ça aussi prestigieux qui t'appelle, franchement, moi j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce qu'en plus il m'avait appelé l'année d'avant. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, j'espère que je loupe pas quelque chose, parce que. Mais bon, moi j'étais vraiment en mode, voilà, tu restes à Bourges, tu honores ton contrat. Et donc voilà, je suis partie là-bas. Donc pareil à l'aventure. Aventure, donc dans une équipe avec des joueuses, mais mondialement trop fortes. Franchement, américaines, espagnoles, russes. Notre coach à l'époque c'était un espagnol, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale des Espagnols filles. Donc enfin voilà, un club mais très 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 grand. Et donc ouais, le chauffeur. Non, mais Donc, quand t'arrives, raconte, là, donc tu débarques, et tu c'est te fais bien accueillir. mon chauffeur qui vient me chercher déjà. Tu savais que t'avais un chauffeur avant d'y arriver? Ouais. On m'avait dit, ouais, on m'avait dit, on ne donne pas de voiture là-bas parce que c'est assez dangereux, parce qu'il y a de la neige, énormément de neige, hein, et ça neige de octobre à mars-avril, que de la neige, donc c'est hyper dangereux. Et puis, enfin, voilà, ils disent, ils ont des chauffeurs pour les joueuses russes, donc pour les étrangères également, quoi. Enfin, voilà, c'était évident pour eux. Donc, ok, pas de problème. Comment ça marche? Comment on fait? Donc je l'appelle, genre il est là en bas, je vais faire des courses, comment ça se passe? C'est un truc de fou. Ben Donc alors, justement, comment ça se gérait? Si tu voulais, si tu te faisais un nouveau boyfriend et que tu voulais aller voir dans la nuit, ouais, comment bah, ça se il gère? était là, C'est il vrai, était là. tu l'appelais à n'importe quelle heure. En fait, alors lui il parlait pas anglais, donc je devais passer par la traductrice de l'équipe qui Oh, ça avait complique contact les choses. avec lui, tu vois. Donc bon, il disait quelques mots, mais c'était très peu, donc c'était compliqué pour communiquer. C'est pour ça que moi j'ai appris les chiffres pour lui donner l'air, par exemple, pour dire bonjour, pour essayer de parler avec lui, parce que ouais, il nous conduit tout ça. Enfin voilà, c'est assez sympa de partager, Bah, de surtout parler. quelqu'un que tu vois quotidiennement, finalement. C'est ça, exactement, exactement. Donc en fait, je passais par cette personne qui lui disait, et en fait, il était là à l'heure qu'on lui disait, quoi. Et donc, Et je le il t'emmenait faire des courses, il t'attendait dans la voiture et tu revenais, c'est ça? Il exactement. t'emmenait à l'entraînement, il attendait la fin de l'entraînement et il te ramenait. Et en fait, ils étaient plusieurs parce que moi, je le partageais avec l'espagnol. Ok, tu Après, partageais quand même, ça va. ouais, je le partageais, c'est-à-dire que elle habitait pas loin de chez moi, donc par exemple pour aller à l'entraînement, il passait me prendre d'abord et puis après il allait la chercher et on se partageait. Si on voulait faire des courses, des fois on y allait toutes les deux et on lui disait. Enfin, et puis après il y avait les chauffeurs des Américaines aussi. Enfin voilà, en fait ils étaient un petit clan sur le parking. Le clan des chauffeurs. Ouais, mais c'est un truc de fou. Et le logement, vous partagiez un logement, chacune le sien, vous étiez, c'était l'immeuble dédié au club, comment c'était géré? Bah, c'était le club en fait qui mettait les appartements à disposition.
On n'était pas dans le même immeuble, mais on va dire qu'on était presque dans le même quartier. C'était des apparts. Mon appart, il était, mais je pense qu'il faisait 150 mètres carrés au moins. Il était immense. Il y avait des endroits où j'y allais même pas. Tellement, il était immense. Il était trop bien. Donc ouais, non, j'étais vraiment dans un endroit. Il faisait en sorte qu'on soit bien, quoi. C'est la salle. On pouvait manger à la salle si on voulait. On pouvait y aller quand on voulait à la salle aussi. On avait accès libre. Les vestiaires immenses. En fait, vraiment, là, j'ai compris qu'on était dans un autre monde. Et comment ça se fait qu'il y avait un attrait particulier pour le basket féminin là-bas? Parce que tu disais que c'était une petite ville loin de tout, il neige tout le temps. C'était une salle de combien de places pour qu'on s'en rende compte de la popularité? Je pense que c'était une salle de, je dirais 5000. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas non plus... il y avait pas c'était pas un stade de 90 000 places. Non, c'était pas un grand stade. C'était une petite ville, mais en fait, je crois qu'il y avait du foot quand même, mais bon, c'était pas aussi populaire que le basket. Et en fait, là-bas, dis-toi, le sponsor, il y en avait qu'un. Il y avait une seule personne qui donnait l'argent. Je crois que c'était des mines, je sais pas quoi. Enfin bref, on avait un seul sponsor sur le maillot, tu vois. Waouh. Ouais. Ça prouve de la cote et des revenus. Ah ouais. Ouais. Ah non, franchement, un truc de fou. Des fois, on le voyait et tout, mais limite, c'était limite le roi, quoi. Tu te dis, c'est quelqu'un, il pèse, hein. Et quand tu le voyais ou quand tu voyais les autres Russes ou les dirigeants en tout cas, on avait toujours cette froideur, cette dureté, cette espèce d'obligation à la réussite plus qu'ailleurs, puisque la réussite elle est nécessaire dans tous les clubs. Oui, c'est clair. Alors déjà de base, je me souviens quand je suis arrivée et qu'on m'a parlé, que les Russes me parlaient, j'avais l'impression qu'ils m'agressaient, mais en fait pour eux c'était normal. Ils ont cette façon de parler dure, tu vois, avec le regard et tout. Quasi militaire. J'ai rien fait, les gars, tranquille. Et en fait, on m'a dit non, mais ils parlent normalement. Donc voilà, il fallait s'habituer à ça. Déjà, ok. Et ensuite, dans l'équipe, franchement, les Russes adorables. En fait, ils sont gentils. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils paraissent tellement froids. En fait, tout paraît froid là-bas. Les gens, le temps, les maisons, tout est froid. Ah ouais. Mais en fait, j'ai été très bien accueillie. Les dirigeants vraiment au top. Alors, tu sens que oui, il y a des objectifs et qu'il y a des exigences. Forcément, ils voulaient gagner l'Euroleague, gagner le championnat russe. Enfin voilà, il y a de l'exigence. Mais t'as pas non plus la pression. Moi, je l'ai pas ressenti. La pression de fait, t'es l'étrangère de l'équipe. Donc quand t'es étrangère, voilà. Tu étais la seule française? Ouais, j'étais la seule française. Seule française. Il y avait une espagnole et après 3 américaines. Ah oui, les autres que des Russes. Que des Russes. Après le coach et l'assistant espagnol. Oui. Et mais c'est vrai que j'ai pas senti cette pression. Enfin directement en tout cas. J'ai pas senti des petits coups de pression. Voilà, la dirigeante qui vient de te parler, tout ça après un match. Pas plus qu'ailleurs en tout cas. Ouais, vraiment. Alors que moi, dans ma tête, je pense que je me la mettais moi-même, la pression. On me dit, non, là, t'es dans un club, tu te rends même pas compte dans quel club tu es. Mais si t'es pas à la hauteur, mais tu fais tes bagages, quoi. À ce moment-là, c'était ton salaire le plus élevé? Ah oui. Oh, de loin. Ah oui. J'aime bien. Non, mais là-bas, c'est net d'impôts, tu vois. T'imagines, t'as pas d'appartement, t'as pas d'essence, vu que t'es un chauffeur, t'as que les courses à payer, c'est pas cher là-bas, t'es vraiment c'est un truc de fou. Franchement, en fait, ça te fait oublier un peu l'atmosphère russe, quoi, parce que c'est dur. La vie là-bas, c'est dur, hein, faut pas se cacher. Quand personne parle anglais et que, ouais, t'as pas tes repères. Voilà, c'est dur. T'as pas ta famille, t'es loin de tout, parce que Koursk, faut savoir qu'il y avait pas d'avion. Allez, peut-être 3 à l'année, parce qu'avec la neige, c'était pas possible. Sinon, il faut venir en train. En train, c'est 9 heures de train de Moscou. Waouh. Déjà, il faut aller à Moscou. Après, il faut prendre le train. C'est un train de nuit. Tu vois, ma famille, en 2 ans, elles sont venues qu'une seule fois, tu vois.
Ça me dit qu'une seule fois. Donc, c'est vrai que t'es vraiment seul. T'es vraiment seul. Mais voilà, tout le côté sportif que ce club t'apporte, ça te fait tout oublier. Hein. Moi, je sais que, bah ouais, quand je regardais mes fins de mois, j'étais super contente, quoi. Vraiment, ça en vaut la peine. Et aujourd'hui, si on me repropose, mais je le fais sans hésiter, quoi. Et pourquoi tu es partie de ce club? Alors, je suis partie de ce club parce que je pense que j'ai eu le mal du pays. Voilà, faut être honnête. La première saison, elle a été extraordinaire. On a gagné le titre, on va dire que toute joueuse rêve en France, le titre d'Euroleague. On a fait une année vraiment, c'était trop bien. La deuxième, c'était un peu moins bien. Je l'ai un peu moins bien vécu. Il y a eu des changements de joueurs, changements de coaching. C'était, je trouve, différent. Et en fait, ouais, j'ai eu, je pense, le mal du pays. J'avais ce besoin de rentrer. Alors, de base, j'avais dit rentrer, mais peut-être pas forcément en France, peut-être aller dans un autre pays, genre Espagne, Italie ou voilà, ailleurs. On va dire. Ouais. Et après, en fait, j'ai eu ce projet à Montpellier. Donc, je suis partie à Montpellier. Quel changement? Ah ouais. On parle de la neige quasi pendant 6-7 mois. Tu comprends. On parle de la neige, on parle du soleil, de la mer, alors que je suis sous la neige. Tu vois, donc, en fait, il y a eu ce projet. Donc, c'était un projet avec un coach que je connais très bien. Il était assistant de l'équipe de France. Et en fait, il avait cette idée de réunir, de faire une grosse équipe avec pratiquement que des Françaises, quelques étrangères, mais pas tellement. Et en fait, dans les Françaises, c'était que mes copines, quoi. En fait, il m'a présenté l'équipe, qui voulait appeler, etc. J'ai dit, oh, c'est mes sœurs, là. Tu parles du père, là. Ah ouais, mais j'ai dit, oh là, non, mais, et puis en fait, ça m'a séduit et j'avais toujours ça en tête et je me dis, j'ai trop envie de venir. Et c'est pour ça que je suis partie de la Russie. Mais voilà, ouais, c'est vraiment ce projet. Je te laisse parler parce qu'on sent la nostalgie, on sent l'excitation de Montpellier, on sent tellement de choses quand tu parles. Montpellier, ça a été ma meilleure saison. Humainement, ça a été, c'est là où j'ai explosé et que je me suis sentie tellement bien avec les filles, le club, l'environnement, soleil, mer, voilà, j'étais mais épanouie, mais ça a été ma meilleure saison, clairement. Franchement, c'est ouais. Tu parlais, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure des difficultés de santé mentale. Est-ce que tu l'as vu le documentaire Strong ou pas du tout? Alors Strong. Non, c'est que tu l'as pas vu. C'est un documentaire où il y a Camille Lacour, où il y a une escrimeuse. Si, c'est pas Amazon. Oui, c'est sur Amazon Prime. Exactement. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? En fait, j'en ai vu tellement que, tu vois, des fois les titres je les oublie, mais celui-là, ouais, je l'ai vu avec Camille. Ouais, je l'ai vu. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je fais pas du tout de la promo de Strong, j'ai aucun lien. Mais puisqu'on parle de santé mentale et que j'accompagne la santé mentale justement, est-ce que tu t'es reconnue dans certains témoignages et comment? Ouais, ça a été hyper intéressant. De toute façon, moi, j'adore regarder ce genre de reportages, les bouquins aussi. Enfin, j'adore. Et c'est vrai que l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est celle, je crois que c'est l'handballeur, Valentin Porte. Oui. Il est dedans. Oui. Ouais. Que je mélange, tu sais, j'en ai vu tellement que du coup, il faut pas que je mélange. Moi aussi. Et puis en plus, ça fait quelques mois que je l'ai vu, donc je suis pas sûre. Mais Valentin, en tout cas, il y a un handballeur. C'est peut-être pas Valentin, ouais, mais. Valentin, je me souviens de son histoire, voilà, sa dépression, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi? Non, j'ai pas eu la dépression. Je pense que non, je l'ai pas eu. Je dis je pense. Parce que c'est vrai que j'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est la dépression. Tu vois? D'autant qu'il existe, pour ceux qui m'écoutent, il existe la dépression blanche. C'est-à-dire que tu fais une dépression et que tu te rends pas compte que tu es en train de faire une dépression. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, ça peut exister. Ça, c'est peut-être possible. Ça, c'est peut-être possible. Notamment en Russie, tu vois. Alors, je m'explique. En Russie, c'est vrai que, comme je te disais, ça a été dur parce que je suis partie toute seule dans un pays, voilà, très très différent de la France, mais vraiment sur beaucoup de choses. Et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, ouais, j'ai peut-être fait cette dépression blanche parce que
parce que quand tu te lèves, alors les symptômes entre guillemets, quand tu te lèves et que t'as un peu la boule au ventre, tu vois, et que tout de suite tu jettes sur ton téléphone et que t'appelles ta famille FaceTime. Des fois, j'appelais ma sœur, je me souviens, ma grande sœur, je l'appelais FaceTime. Mais même si c'était pour rien dire, c'est juste que je posais mon téléphone, tu vois, je faisais ma vie, mais au moins, tu vois, elle était là, quoi. Tu vois, j'ai mis la télé française directe, tu vois, pour me sentir bien. Mais c'est vrai que j'ai la deuxième saison particulièrement, comme je te disais, où ça a été plus compliqué. Peut-être que ouais, à ce moment-là, j'ai fait cette dépression blanche. Mais tu vois, c'est difficile parce que j'arrive pas trop à savoir vraiment est-ce que c'est de la dépression ou si c'est juste que voilà, ta famille te manquait et que tu te sentais seule, tu vois. À ce moment-là, tu disais que le club de Russie mettait beaucoup de choses à votre disposition. Bon, j'imagine qu'il n'y avait pas un psychologue ou un préparateur mental en français, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un, une référence, même si c'était en France, est-ce que tu avais quelqu'un vers qui te tourner en dehors de ta famille? Alors j'ai essayé, tu vois, j'avais pris contact avec quelques coachs mentaux et en fait j'ai eu du mal à m'ouvrir, tu vois, à me confier en quelque sorte parce que la personne je la connaissais pas et j'ai eu du mal, tu vois, et j'ai pas accroché. Et en fait, je me suis beaucoup retournée sur les bouquins. C'est là que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins sur le développement personnel. Donc le premier, la Bible, Le pouvoir du moment présent. Ça, c'est ma Bible. Franchement, je l'ai lu, je pense, au moins 3 ou 4 fois. Et ça m'a tellement aidé. Je peux pas t'expliquer comment. Mais ça me faisait trop de bien de le lire. Et encore aujourd'hui, j'en lis beaucoup, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas accroché avec les personnes, voilà, que j'ai contactées. Alors, est-ce que c'était peut-être pas les personnes appropriées, j'en sais rien, mais après c'est une rencontre, hein, c'est comme tout. Même les coachs, il y a des coachs avec qui tu accroches plus ou moins. Ça remet pas en cause la qualité du thérapeute, évidemment. Mais c'est juste que c'est une rencontre, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'Eckhart Tolle, dans son livre Le pouvoir du moment présent, et encore plus quand tu es sportif de haut niveau, ça te permet de t'ancrer. Ça fait partie des livres que je conseille tout de suite à ceux que j'accompagne. Hein. Ah ouais. Non mais les 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent, et puis c'est quoi le troisième? L'alchimiste. L'alchimiste. Les 3. Oui, l'alchimiste. Voilà. Ouais. Ah ouais. Non mais moi j'adore. J'ai une bibliothèque, je te jure, plein de livres de ce genre-là parce que j'aime beaucoup et puis c'est ce qui m'a aidé, hein, clairement, à aller mieux, à aller bien. Parlons de la suite. Aller mieux maintenant, c'est bien. Préparer la suite aussi, c'est mieux. Et c'est exactement ce que tu fais, puisque tu as décidé de te faire accompagner par une association, en l'occurrence, pour préparer la suite. Comment tu l'envisages et comment tu le prépares, cette suite? Alors, tout à fait. Donc, j'ai fait un bilan de compétences l'année dernière. Mmh. Alors, comment ça m'est venu? J'avais commencé à peu près à réfléchir pendant le confinement du Covid. Parce que voilà, on avait du temps et que je me disais, ça pourrait être intéressant de regarder un peu dans quoi je pourrais être bien. Donc je crois que j'avais regardé des capsules de compétences, ça s'appelait comme ça. Donc tu choisis immobilier, je sais pas. Moi j'avais regardé ça et je crois que j'avais regardé immobilier et un autre, je sais plus lequel. Et puis là, dernièrement, tu te dis, voilà, t'approches de la fin de ta carrière. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est un moment un peu que tu redoutes. Forcément, moi je vais pas le cacher, hein, je l'ai un peu repoussé même, hein, en me disant bon, tu verras ça plus tard. Comme fait, je pense la plupart, tu vois. On attend, on se dit bon, c'est pas maintenant, c'est bon, t'as le temps de réfléchir. Et puis là, je sais pas, je me suis posée, je me suis dit bon, commence à préparer. J'ai regardé les reportages. Hein, il y en a beaucoup, hein, il y en a pas mal. Hein. Franchement, je trouve ça vraiment bien et hyper intéressant. Et tout de suite, je me suis dit, bon, allez. Donc j'ai commencé par là, je me suis dit, allez, par quoi tu commences? Fais un bilan de compétences, vois dans quoi tu peux être bien, dans quoi tu peux, par rapport à ta personnalité, etc. J'ai fait ça a duré 3-4 mois, donc c'était vraiment cool. La dame, en plus, Véronique Barré, super sympa, elle m'a beaucoup aidée. Et donc là, j'en suis au moment où je vais certainement commencer une formation.
Donc là, je suis en mode, il faut que je remplisse un dossier, etc. Mais voilà, ça va bien. Ouais, C'est pas là où les sportifs sont les meilleurs. À un moment, il faut passer la paperasse. On repousse. Hein. Exactement, tu vois. Il faut trouver tous les documents, tout remplir. Enfin voilà. Bon, encore ça va, je gère pas mal, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé à peu près le domaine dans quoi je me verrais bien, même si c'est quelque chose que je pensais déjà avant le bilan. Tu préfères le garder pour toi ou on peut à peu près savoir? Non, on peut en parler. Hein. Moi, okay. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Moi, c'est le domaine de l'événementiel qui m'intéresse. Parce que je retrouve beaucoup de similitudes avec la vie que j'ai aujourd'hui, le fait de devoir organiser, planifier, d'être entouré, de bouger tout le temps, de pas compter ses heures. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Bon, sportif, des événements sportifs, ce serait l'idéal. J'allais te poser la question, je te laissais finir. Ouais. L'événementiel sportif, ce serait l'idéal pour moi, parce que tu connais, le sport, c'est partie de ma vie. Après, je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc si c'est dans d'autres domaines, je suis preneuse aussi. Ouais, il y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce domaine qui me plaît. Kiné, coach, c'est pas forcément des trucs. Posé pas mal de fois cette question. Bah oui, la logique. Alors kiné, je me souviens, c'est pour ça que j'ai fait un bac S. Rien à voir, mais parce que kiné, ça me tentait un moment. Ça me tentait et en fait, j'ai trop vu le côté avec ma taille. Je sais pas pourquoi, le fait d'être comme ça, de masser, je me dis mon dos. Enfin, tu vois, j'ai trop vu les mauvais côtés. Et j'ai abandonné cette idée. C'est vrai qu'il aurait fallu te faire une table sur mesure pour que... parce que finalement, tu risques de te faire des problèmes au dos à force de te retrouver penché vers l'avant constamment. C'est vrai. Ouais, des choses comme ça, tu vois. Je me dis, bon... Donc, donc voilà. Après, l'événementiel, j'ai pas mal de gens de mon entourage qui sont dedans. Je me suis renseignée. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un domaine... Après, coach, non. Coach, parce que je pense que c'est une vie beaucoup plus stressante encore que joueuse. Je respecte les entraîneurs, vraiment, parce que c'est un travail de fou. Même quand tu rentres chez toi, t'es encore en mode match, etc. Après le match, t'es encore en mode tactique pour le prochain. T'as pas tes week-ends, donc ta vie de famille c'est compliqué. Enfin, je me vois pas coach. Je crois que je disais dans un autre épisode que j'aurais aimé faire une étude sur le nombre de coachs divorcés dans le sport de haut niveau, parce que encore chez vous, c'est un pro. En athlée, la plupart des coachs ils sont bénévoles. Donc va expliquer à ta femme que t'as un taf, qu'à côté tu entraînes bénévolement, que sur tes vacances tu pars en stage, qu'en plus tu entraînes plusieurs fois par jour, que des fois tu prends tes sous pour accompagner tes athlètes en compète. Enfin, ça doit être quand même compliqué à expliquer à quelqu'un qui en plus ne vient pas du sport. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est sûr. Moi, je comprends tout à fait que tu n'aies pas forcément envie de te lancer dans cette carrière-là. Mais tu disais que tu te posais beaucoup de questions sur l'après. Quelles sont toutes ces questions? Tu appréhendes. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Alors, ce que j'appréhende, le fait de l'adrénaline, cette petite drogue qui te maintient en vie pendant ta carrière, tu sais, ces petites émotions. Ouais, non, mais on vit tellement des choses de fou que forcément le manque, peut-être après, ressentir le manque de ça, ça fait peur hein, quand je vois les reportages qui parlent de l'après-carrière, comment c'est dur à gérer. Ouais, moi forcément ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que comme je disais, on est dans notre bulle, on est tellement dans un monde à part. On connaît des choses extraordinaires et retourner dans une vie un peu plus, j'ai pas envie de dire plate parce que c'est un peu trop fort, tu vois, mais moins excitante. Allez, c'est, tu vois. Je ne t'aide pas volontairement, hein. Je te laisse choisir tes mots. Et tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est peut-être ça qui peut faire flipper. Mais après, qu'est-ce que je me pose comme question?
encore, est-ce que je vais être est-ce que je vais être bien dans le métier que je vais faire, tu vois, parce que la première question qu'on m'a posée au bilan de compétences, c'est dans quoi tu te vois? Et moi, j'ai répondu, à part le sport, je connais rien. Le monde de l'entreprise, je connais rien. Tu vois? Donc, c'est pareil, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Voilà, tu te jettes dans l'inconnu aussi après ta carrière. Donc, voilà, c'est des petites questions comme ça. Mais je pense que le fait de préparer, ce que je suis en train de faire, ça me rassure quand même. Je pense que c'est important quand même de le préparer. Comment comment tu l'imagines cet après? Comment je l'imagine? Mais globalement, hein, on va dire, on te demande pas d'avoir raison ou tort, c'est pas la question, hein. On fera un point dans 5 ans, on se rappelle en 5 ans pour savoir où tu en es, mais Ouais, c'est vrai. non, mais comment, comme ça, je sais rien, une maison bleue avec 5 chiens, avec un mari, 15 enfants Alors, que j'ai pas eu le temps de faire dans ma carrière. ouais, c'est clair. Ah, ben déjà, ouais, une maison. Alors ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que le fait de bouger de ville, de pas avoir, parce que j'ai pas acheté de maison là. J'ai investi, voilà, en mettant des locataires, etc. Mais j'ai pas de pied à terre, tu vois. Mes parents, etc. Mais j'ai pas ma maison. Donc je sais que la première chose que je fais dès que j'arrête, c'est acheter ma maison. Avoir un chez toi. Mon chez moi, ah ouais, bien installé, décoré à ma façon, tu vois, genre vraiment pas comme là, tu sais, un peu en mode appartement de fonction, tu sais que tu vas pas y rester toute ta vie, donc tu vois, t'oses pas trop mettre de déco, enfin t'en mets quand même, mais là me dire que là tu fais avec tes goûts, tu vois, ta maison, ouais, ça c'est vraiment le premier truc que je fais, donc déjà ça, et après non, j'espère juste être aussi épanouie que j'ai été là pendant ma carrière. On a compris que sur le rythme de vie, tu voulais garder un rythme de vie excitant. C'est pour ça que tu choisis l'événementiel. Ouais, c'est vrai. Parce que tu veux chez toi, mais tu veux en sortir. Quand même, tu veux bouger. Et tu m'as dit que tu veux pas compter les heures. Donc, on a bien compris que le rythme de vie, oui, voilà. c'était important de pas avoir un boulot 9h, 9h, 16h et voilà. Après, je vais pas cacher les choses qu'on n'a pas fait pendant la carrière. Avoir les week-ends, par exemple. Ça me déplairait pas, tu vois, avoir mes week-ends. Aller en boîte, je sais pas, sortir. Ça aussi, tu vois, un peu rattraper tout ça. Parce que forcément, tu mets un peu, enfin, moi perso. Tu vis un peu en confrérie, on va dire ça comme ça, en bonne compagnie. Tu parlais de tes sœurs tout à l'heure. Forcément, le fait d'arrêter, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans ou même dans 10, quoi qu'il arrive, cette espèce de rassemblement de filles que le quotidien existera plus, ça aussi, c'est un truc qui t'inquiète ou tu te dis ah bah tant mieux, je suis toute seule et je les verrai plus, c'est bien. Non, tu vois justement, je me suis, enfin voilà, j'ai beaucoup d'amis maintenant dans le basket, tu vois, la plupart de mes amis sont dans le basket. Clairement, je me suis fait un réseau énorme et après je sais que même quand je vais arrêter, ils seront toujours là. Et tant mieux. J'ai envie de te dire, tant mieux parce que en fait, en gros, je me dis voilà, je les ai plus vus que ma propre famille. Donc c'est vrai que j'ai créé vraiment des liens avec des personnes que j'espère continuer à avoir après. Mais par rapport à ça, je me fais pas trop de soucis même pour l'après parce que comme je t'ai dit, moi j'aime bien être entourée, j'aime bien découvrir les gens, faire connaissance. Là-dessus, j'ai pas peur. Il y a l'aspect financier aussi qui va évoluer forcément. Puisque là, tu disais que tu as des revenus locatifs qui tombent, plus les revenus en tant que joueuse professionnelle. Le fait d'arrêter avant de lancer ta carrière, je te souhaite que en 1 mois, pump it up, tu fasses des clients de fou. Mais bon, il y a en tout cas, là aujourd'hui, c'est peu probable. Est-ce que la question de la sécurité financière, c'est quelque chose qui te questionne ou t'es totalement à l'abri de ça? Oui, ça me questionne. Parce que j'ai fait en sorte quand même de pas faire trop de bêtises pendant ma carrière, donc d'investir. J'ai un conseiller là, gestionnaire de patrimoine, donc on a fait les choses pour que justement, et ça dès le début de ma carrière,
on a fait en sorte que justement dès que j'arrête, ben que je sois pas non plus voilà, dans la difficulté. Donc ça va. Après, je suis consciente que, notamment dans le basket, on a vraiment des revenus hyper confortables. Hein, on va pas se cacher. Voilà, je sais que dans certains sports c'est plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on est dans un confort de vie. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, je me dis que après ma carrière, ce sera différent. Et c'est ok. Je l'accepte totalement. T'as pas eu le malheur de tomber sur des conseillers financiers assez véreux et frauduleux? Ah non, j'ai fait gaffe. Non, j'ai demandé conseil à des personnes bien placées et j'ai le même conseiller depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai entendu des histoires. Hein. J'ai entendu des histoires sur certains et c'est vrai que ça peut faire flipper. Il faut faire gaffe. Mais là-dessus, ça va. J'ai été bien conseillée. Voilà, j'ai fait attention. Justement, faire attention pour ceux qui seraient en train de débuter leur carrière, qui écoutent ce podcast. Comment tu pourrais les conseiller déjà pour des débutants en carrière et pour faire attention à bien choisir son conseiller? À quoi on fait attention, par exemple? Alors, à quoi on fait attention Alors, moi personnellement, j'ai un très bon agent. J'ai eu le même pareil depuis le début de ma carrière. Et en fait, c'est lui qui m'a tout de suite indiqué la personne. Et cette personne, donc je lui avais posé plein de questions. Donc, ne pas hésiter à poser des questions et à savoir Je crois que j'avais demandé ses clients, enfin s'il avait des clients du basket. Et en fait, oui, j'ai su qu'il avait beaucoup de clients du basket et des personnes que je connaissais. Donc tu leur as demandé. Voilà, exactement. En fait, il faut pas hésiter, à aller voir les personnes et à poser des questions. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai pas pris un inconnu que personne connaissait. On sait pas d'où il venait, tout ça. J'ai pris vraiment, enfin voilà, il m'a très bien aiguillé vers cette personne et après j'ai fait ma petite enquête de mon côté et c'est comme ça que je suis tombée sur lui, quoi. On arrive un peu au bout de ce podcast. Je vais pas te garder plus longtemps. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, mais t'es tellement bien parti sur des rails que finalement je sais même pas quoi te souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est vrai que j'ai un peu trop parlé. Pourquoi? Non, sur des rails de vie, je parle pas dans le podcast. Ouais, non. Ah non, avec grand plaisir. On a bien fait. Oh là, on est à 1h20, tu sais, Elena, on a déjà fait bien plus longtemps dans ce podcast. Mais ouais, non, c'est vrai, c'est que je te dis, ma carrière elle est tellement, enfin, j'ai envie de dire presque improbable, les choses qui se sont passées. En plus, tu as tout testé, parce que tu as testé l'équipe de France à 5, mais aussi à 3. Et à 3, on est les pionniers, comme ils nous appellent. On a fait la première compétition 3-3 en France en 2012. Ça date. 2012, on a eu médaille d'argent au championnat du monde. Et j'ai adoré cette expérience, le 3-3. Pour le coup, c'était vraiment une colo. On était garçons-filles, petit comité. C'était génial. On s'entendait tous bien et tout. Enfin, c'était vraiment top. Le 3-3, j'y crois vraiment. Hein. Franchement, je vois là, pour les jeux, je le sens bien. En tout cas, ils font vraiment en sorte de performer. Enfin, là, ils s'entraînent dur. Hein. Moi, je les vois, j'en connais pas mal et je sens bien pour les jeux. Mais ouais, le 3-3... le 3-3 a de l'avenir. Mais à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pas forcément dans le sport, hein, parce que c'est vrai que la liste sur ton palmarès est aussi longue et aussi grande que toi. Donc, qu'est-ce que dans ta vie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, réussir ton après-carrière, très certainement. Tu envisages de, je sais pas, est-ce que, sans dévoiler, mais est-ce que tu as un chéri et que à la sortie, c'est prévu mariage en grande pompe? Est-ce que on en est où déjà perso, dans vie perso? Le basket prend tellement de dessus qu'il y a quasi pas de vie de perso. Exactement, j'allais te le dire. En fait, ouais, j'ai tout misé sur le basket. C'est le basket, mon bébé. Le basket, c'est mon bébé. Hein. C'est ma plus grosse relation, c'est avec le basket. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, la vie perso, quand t'es à fond, dans ta passion. Hein.
Je le sais, hein, quand je suis partie en Russie, tout ça, en fait, ma vie perso, je l'ai clairement mise de côté. Je l'ai mise de côté et je me suis focus sur le basket. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Peut-être qu'après ma carrière, du coup, ce soit l'inverse. Que je me focus un peu plus sur ma vie perso, que je sois épanouie aussi dans ça. Et puis voilà. On verra ce que l'univers m'apporte. Ok, on te souhaite en tout cas d'être totalement épanoui sur ta fin de carrière, mais aussi après. Et je reste proche sur tes réseaux sociaux pour suivre tout ça. Et puis on échange régulièrement, donc j'aurai l'occasion de voir la suite. Merci beaucoup, Elena, d'avoir pris le temps dans ton emploi du temps assez compliqué de basketteuse professionnelle. Et puis on te retrouve très bientôt. On s'est donné rendez-vous dans 5 ans pour faire le point, de savoir où on est. Ce sera pas dans 10 ans, mais dans 5. 3 enfants, une grande maison, 2 chiens. Ouais. On fera le point, pas de souci. Ça marche. Chers auditeurs, toutes les thématiques évoquées ici, je les aborde également dans mon accompagnement en tant que coach thérapeute, car j'accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau. Donc, si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, que tu ne sais même pas par quel bout commencer, et que tu te sens pas heureux, heureuse, même que tu es triste, je te conseille, prends l'appel découverte. Il est offert. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose à part avoir des réponses et éventuellement changer ton expérience de vie. Donc, je le rappelle, ce ne sont pas les événements qui manquent pour me contacter, puisqu'il y a les réseaux sociaux, mais également mon mail, contact@vanessagladon.com. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises, et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another Glad One. Gone!